Alors, je vais vous parler de l'expérience concert et comment cette expérience nous a permis de regarder à l'intérieur de la comète et jusqu'où nous avons regardé. Alors, bon, c'est la photo que vous avez vue. Ce que je voulais montrer, c'est l'antenne que vous voyez là-haut, c'est une antenne peut-être comme ça qu'il faut que je montre. Voilà, l'antenne concert qui est là. Et la difficulté de cette expérience, c'était qu'en fait, c'était une expérience aussi bien sur l'atterrisseur que sur la sonde. Donc, c'était une difficulté pour l'équipe qui a mené ce projet, des opérationnels très très lourdes. Ça, il faut le reconnaître. Bon, une autre chose, l'expérience concert a été acceptée sur la mission Resota il y a 26 ans à peu près, en 1994, non, 22 ans, pardon. Et donc, à l'époque, c'était une expérience complètement nouvelle. Elle est, comme un peu d'habitude, sur les expériences spatiales aussi coûteuses, on accepte les expériences qui ont été déjà testées, en fait, et vues. Là, c'était totalement nouveau, donc on était accepté parce que ça pesait 3 kilos et consommait 3 watts. Sinon, on n'aurait pas été accepté parce qu'évidemment, 1 kg, ça coûte cher sur ce type de mission. Voilà, alors, ce que nous faisons, en fait, c'est un radar. Là, je vous montre le principe des radars. Donc, en fait, vous avez donc des types de radars. Un radar qui peut être sur l'orbite, qui mesure donc la réflexion de la surface et de la subsurface. Ce sont des radars, donc, qui volent actuellement au-dessus de Mars. Il y a des types de radars. Et aussi, on construit les radars, ce qu'on appelle Ground Penetrating Radars, c'est-à-dire les radars qui sont sur le sol et qui permettent donc de mesurer la propagation dans la surface directement. Et un de ces types de radars sera envoyé sur la mission ExaMars, d'ailleurs. Voilà. Alors, ça fonctionne sur le principe, on peut dire assez simple. En fait, la permittivité change la vitesse de propagation des ondes et on a la réflexion sur les changements de permittivité et nous mesurons donc ces réflexions. Donc s'il y a des couches dans le milieu ou s'il y a la réfraction par exemple à l'intérieur ou bien diffusion, nous pouvons l'observer ça. Alors, l'instrument, donc, comme je dis, était construit sur la sonde, donc avec l'antenne qui est indiquée ici, et il y avait des monopoles qui ont été faits monter sur l'atterrisseur, et le principe de l'expérience, donc, consistait à envoyer des ondes à 90 MHz à travers le noyau, parce que nos calculs à l'époque ont montré qu'on devrait pouvoir pénétrer et passer à travers, ce qui était aussi à l'époque un peu hasardé, je dirais, parce qu'on a basé ça sur nos hypothèses de départ. Et évidemment, bon, on voulait faire une sorte de tomographie, ça veut dire la sonde tournant autour de la comète, ou plutôt l'inverse, la comète tournant en dessous de la sonde, parce que ça se passe un peu comme ça, et faire des mesures et avoir différentes coupes à l'intérieur. Alors, le principe du radar était basé, au départ, on pensait pouvoir mettre les horloges suffisamment stables, et par contre, il s'est avéré que ce n'est pas possible parce qu'il aurait fallu mettre des horloges atomiques. Donc, on a construit quelque chose qui s'appelle les transpondeurs. C'est-à-dire, en fait, l'orbitaire envoie un signal qui traverse la comète. Ce signal est estimé et calculé au bord de l'atterrisseur. On estime le temps d'arrivée donc du signal, du maximum du signal, et on synchronise l'émission des retours. Et on envoie le signal propre des retours vers l'orbitaire. Donc en fait, on a traversé des fois les temps mesurés, on a traversé des fois la comète, donc on a le temps double, plus un retard dû au calcul qu'on connaît. Alors, donc voilà, cette expérience a été construite. Là, c'était pour vous rappeler, mais ça vient d'être montré, donc je vais sauter ce transparent, les paramètres cométaires. Alors là, nous avons l'atterrissage.
parce que ça a commencé par la descente que vous voyez sur cette photo. Vous voyez ici l'image de l'atterrisseur faite par Osiris, et vous voyez que l'atterrisseur tourne. Pendant ce temps-là, Concer a opéré. Et nous avons fait des mesures qui sont expliquées ici comment le système fonctionne. J'espère que ça marche. Normalement, ça devrait être... Ça va? Oui. Donc, on mesure, vous voyez, orbitaire et la sonde envoie le signal qui est reçu par Lander. Lander répond. Et comme ça, on a mesuré la distance. À gauche, il y a une courbe de distance qui est peut-être pas très bien visible. Donc, on a fait la mesure de distance pendant la descente et on a observé des signaux pendant la descente. Et là, vous avez un exemple de signal. Donc, vous avez le signal direct, c'est la propagation directe. Et ici, c'est le signal réfléchi par la surface. Les temps sont inversés parce que le principe de mesure est modulo une certaine période. Donc, c'est ça qui fait apparaître comme ça. Mais bon, voilà, ça, c'est le signal direct. Alors, ce signal direct, et donc nous mesurons le temps de parcours et la distance est indiquée ici par cette courbe jaune-rouge que vous voyez ici, que nous avons mesuré. Ça, c'est le signal réfléchi, j'en reviendrai probablement. Voilà, alors la mesure que vous voyez ici, c'est l'amplitude du signal. Alors, cette amplitude du signal est très, très variable. Alors, d'où ça vient? En fait, ça vient du fait que l'atterrisseur tourne sur un axe qui est stabilisé, donc, et il tourne en gros avec un tour toutes les 8 minutes. Et ça fait que les antennes vues par l'orbitaire et Lander, on voit les zéros d'antenne en fait. Donc du coup, on a une diminution très forte du signal, ce qui permet donc de mesurer la rotation et conclure sur certains aspects du système, parce qu'en fait, à la fin, l'atterrisseur a ralenti un tout petit peu, et on essaye de comprendre, disons pour des raisons techniques, pourquoi ça a ralenti. Normalement, ça n'aurait pas dû. Alors, là maintenant, donc, voilà, ce sera le film que Francis voulait montrer, donc qui montre, on a atterri, donc on arrive, vous voyez, et là, ça va rebondir. C'est un film qui a été construit essentiellement à partir des mesures de magnétomètre. Et voilà, donc l'atterrisseur est reparti. Et il survole la comète. C'est vraiment un survol de l'ordre d'1 kilomètre. Vous voyez, il est ici, bon, et du coup, il a touché la surface ici, et il a un mouvement complètement, je dirais, aléatoire. Et heureusement, je pense que heureusement, la sonde va toucher encore une fois le sol. Et en touchant le sol, l'atterrisseur s'est stabilisé. Donc, vous allez voir ça. Et voilà. Et on a un vol plutôt régulier au-dessus de la surface. Et je pense que c'était plutôt ça qui a permis effectivement un atterrissage à la fin dans un endroit complètement sombre et peut-être avec le positionnement difficile pour des mesures Concer et aussi pour des mesures pour les communications, comme ça a été dit par Francis Rocard. Donc voilà, donc on arrive vers un endroit qui a été après identifié par Osiris. Mais donc, après cet atterrissage, il est arrivé que Concer a opéré pendant 9 heures, parce qu'on n'a pas opéré pendant le survol. Le Concer a été arrêté parce que on perturbait un autre instrument, donc il fallait l'arrêter. C'était un instrument qui doit détecter les touchés au sol. Donc en fait, on était arrêté. Je dirais malheureusement, parce qu'on aurait su beaucoup plus vite où on est, parce qu'après la première soirée d'opération, nous avons indiqué la zone, qui était à l'époque un peu large quand même, où se trouvait Lander. Donc voilà, c'est les photos qui ont été déjà montrées, mais ça a été fait beaucoup, beaucoup plus tard, parce que c'était fait en septembre de 2016, donc c'est beaucoup plus tard. C'est des photos qui ont été prises par Osiris. Voilà la photo qui a été déjà aussi montrée.
Et là, c'est en fait ce que nous avons fait, c'est des zones que nous avons déterminées d'atterrissage où se trouvait la Philae. Donc vous voyez, il y avait des estimations, parce qu'en fait, on nous a demandé, quand on a envoyé notre estimation après la nuit, où on a utilisé les signaux à travers la comète, on nous a demandé de faire 3 mesures de distance, donc des triangulations en fait. Donc on a fait des triangulations qui ont permis donc de déterminer les zones qui est indiquée ici en jaune. Je ne vois pas où il y a oui, qui est indiquée ici en jaune, cette zone-là, et les Philae a été trouvé dans cette position. Donc voilà. Alors maintenant, comment nous utilisons les résultats de concert? Les mesures de concert, je vous les montre. Donc c'est la simulation qui indique comment en fait ça fonctionne. Et donc nous avons la comète avec l'atterrisseur qui est là, et on envoie les signaux entre l'atterrisseur et la sonde qui passe à travers l'objet, qui est indiqué ici avec ces calculs 3D. Et en fait, pour interpréter les données, nous sommes obligés de faire ce type de calcul 3D pour interpréter les données. Donc vous voyez ici, donc on a des signaux qui arrivent vers la sonde, et c'est ces signaux qu'on enregistre. Donc voilà, nous avons opéré pendant 9 heures dans la nuit du 12 au 13, et on a eu, je pense, des beaux résultats. J'aurais préféré opérer beaucoup plus longtemps, mais bon, c'est comme ça. Alors voilà, c'est nos mesures que nous avons. Nous avons en gros des aires de très bonnes mesures, d'accord? Et après, on a des mesures un peu moins bonnes, et après, on n'a pas de signaux. Alors voilà, c'est le signal qu'on observe. L'amplitude est indiquée ici en couleur. Et vous voyez, il y a en fait des traces de signaux en parallèle. C'est le temps de propagation en microsecondes, et c'est l'aire de mesure en temps local sur Terre, bien sûr. Donc voilà, donc nous avons les signaux qui sont indiqués ici. C'était les mesures pendant la soirée qu'on a eu les 12, et dans la matinée, on a aussi de très bonnes mesures ici, mais ici, on n'a qu'une trace. Alors je vais y revenir. Donc vous voyez, on a traversé à l'intérieur des lobes, des petits lobes de la comète. Ça, c'est les traces au sol où on a du signal. Et ici aussi, c'est du côté du soir, on a traversé cette partie-là. Sinon, en rouge, c'est qu'on devrait voir, et là, on ne voit pas de signal. À vrai, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas d'explication complète pourquoi on ne voit pas de signal. C'est possible que ça vienne du fait de la position de l'orbite de l'atterrisseur qu'on connaît maintenant précisément, et des interactions entre les antennes et la surface. Donc ça, on est en train de modéliser d'ailleurs ces choses-là. Alors, je voulais insister ici pour vous montrer des signaux. Alors ça, c'est les signaux, on peut dire des calibrations. D'ailleurs, vous avez vu le signal similaire pendant la descente que je montrais. C'est très étroit et c'est l'échelle linéaire. Ici, vous avez l'échelle logarithmique. C'est la même chose en échelle logarithmique avec l'échelle en retard un peu éclatée. Alors, c'est des signaux qui ont traversé en gros 700 à 800 mètres sous la surface. Vous voyez la chose qui frappe ici, qu'en fait, la largeur ne change pas, que pratiquement le signal est propre comme si c'était un milieu homogène, comme si la propagation est liée dans le milieu homogène. Et ça, c'est une chose extrêmement importante parce que ça nous permet d'interpréter après la dimension de la diffusion par le milieu. Parce que s'il y avait la diffusion dans le milieu, on aurait eu un élargissement du signal. Voilà. On a aussi, comme on a vu sur la première image, des chemins multiples. On a des chemins. Là, je vais y revenir aussi. On a un peu de difficulté, bien sûr, aujourd'hui encore d'interpréter les chemins multiples. Alors voilà. Comment nous procédions? Nous avons fait un modèle on a un modèle 3-dimensionnel fourni par Osiris qui nous permet de calculer la propagation du signal. Nous supposons, à l'époque, on ne connaissait pas
et quand on a fait ces calculs, on les recommence d'ailleurs maintenant, on ne connaissait pas la position des philae. Donc on était obligé de faire des calculs en fonction de chaque position présumée des philae. Heureusement, comme vous avez vu, notre ellipse était relativement faible, c'était de l'ordre de 100 mètres sur 20 mètres où on a localisé, qui s'est avéré après que c'était le cas. Donc on a estimé, qu'est-ce qu'on compare? On compare la propagation du signal à travers les noyaux, qu'on considérait en moyenne homogène, parce que si on introduisait la position des philae plus la variation du signal et des propriétés diélectriques au milieu, on aurait eu des difficultés. Puisque il y aurait un nombre d'inconnus était trop grand, ce n'était pas possible. Donc on a mesuré les retards calculés par rapport aux retards mesurés. Et on a fité les deux courbes. Et à partir de ça, nous avons déterminé les propriétés moyennes de la constante diélectrique qui... 5 minutes, bon, d'accord. Bon, qui s'est avérée très faible. Constante diélectrique 1,27, ça signifie 30% plus grande que le vide. Donc c'est extrêmement faible, ça veut dire qu'on a un milieu extrêmement poreux. Donc, en faisant une analyse des données, on arrive donc à la conclusion qu'on a une porosité de noyaux de l'ordre de 75 à 85%, avec les rapports volumétriques poussière, c'est en volume, en glace, 0,4 à 2,6, ben en fait ça signifie en gros en masse, les rapports massiques de l'ordre entre D et 4, et la constante, et on s'est aperçu en faisant l'analyse plus complexe, que ce qui pourrait être proche des poussières à l'intérieur, c'est des analogues des chondrites carbonés. Bon, cette analyse assez complexe, en 5 minutes, donc je ne veux pas trop rentrer dedans. Bref, on a des conditions expérimentales qui sont posées par les masses volumiques des glaces et des poussières. Donc, c'est des lignes vertes ici. Les rapports massiques entre poussière et glace qui est déterminé par cette courbe, ces deux courbes bleues, et on retrouve une zone qui est permissible pour les observations. En imposant les contraintes que la constante diélectrique est 1,27, on peut comparer avec des matériaux qu'on connaît. Et on a fait cette analyse au départ pour l'article en sciences avec les chondrites carbonés seulement, et on a étendu cette analyse avec l'article qui vient d'être publié sur beaucoup d'autres minéraux qui sont énumérés ici. Je voulais seulement insister ici sur le fait que les solutions possibles, c'est des chondrites carbonés, mais aussi ce qui est très probable, c'est les matériaux réfractaires, mélange de silicate et du carbone à 75%, et évidemment 100% de carbone, c'est aussi possible, mais on n'y croit pas. C'est plutôt des mélanges entre silicate et carbone. Voilà. Alors, la question suivante s'est posée, et si on essayait de voir s'il y a une variabilité à l'intérieur? Comme je disais, qu'on ne connaissait pas bien la position de l'atterrisseur, introduire un modèle donc, de variabilité à 3D, ce n'était pas possible. Donc on a traité le problème bidimensionnel qui a été fait, et ça nous a amené à la solution. S'il y a une variabilité possible à l'intérieur de la comète, ça signifierait que la constante diélectrique diminue vers l'intérieur. Alors, comment elle peut diminuer vers l'intérieur? C'était basé sur la position où on observe le signal. Donc, à partir de ça, si la constante diélectrique diminue vers l'intérieur, il y a des possibilités, la porosité augmente, ou les types de glaces changent. On pourrait avoir plus de la glace COD à l'intérieur que de la glace H2O, ou du CO. Et à ce moment-là, on aurait une diminution de la constante diélectrique de l'intérieur. Mais c'est basé sur un modèle bidimensionnel, donc il faut prendre... Bon, c'est pas... je veux dire, c'est un modèle bidimensionnel, voilà. Alors, pour interpréter la largeur du signal... J'ai encore 3 minutes? Bon. Donc, voilà. Alors, ce que je disais, le fait que le signal est très très propre, s'il s'est propagé par un milieu aléatoire avec granulation différente,
on devrait, où il y a la diffusion, on devrait avoir un élargissement du signal. Alors, on étudie ça, voilà quelques simulations, donc on a pris des milliers, avec milliers fractales, avec des jeux spatiales de 20 cm, de 2 mètres et de 20 mètres. Et qu'est-ce que ça donne? Voilà, c'est la propagation du signal par 20 cm. Donc, le signal se propage à ici 350 mètres. Vous voyez, le signal n'a pas changé de la largeur. Par contre, quand on passait par des distributions, des irrégularités plus grandes, on voit que des signaux s'élargissent de plus en plus. Alors ça, et les observations qu'on a, nous a permis d'arriver premièrement à des conclusions. Si on avait des irrégularités, donc des granularités inférieures à 20 cm, jusqu'à inférieures à 1 mètre en gros, concert ne verra pas. Donc, on n'est pas sensible à ce type de granulalité. Par contre, au-dessus d'1 mètre, on devrait le voir, et surtout vers 10 mètres, certainement aussi. D'accord? Alors, donc, la conclusion là-dessus, que nous, en fait, les hétérogénéités qu'on observe sont ou au-delà des 10 mètres, ça dépend aussi des contrastes diélectriques qu'on voit, mais ou au-delà des 10 mètres, ou inférieurs à 1 mètre, c'est-à-dire l'idée que le corps primordial est composé de petits cailloux, des gravats de dimensions centimétriques ou de quelques dizaines de centimètres, les mesures de concert ne contredisent pas ça. C'est possible. Donc, en fait, on peut penser qu'on a un corps très primitif et qui est plutôt une pile de décombres, des gravats primordiales. Et par contre, la surface proche est évidemment transformée, mais on part ici de 20 cm jusqu'à 1 mètre, en gros, transformée par l'interaction directe avec l'environnement et avec l'espace. Donc voilà, je voudrais remercier toutes ces équipes qui ont participé, nous ont aidés dans la mission. Voilà. Y a-t-il des questions? Oui, Anne-Marie. Saplodex, ça veut dire que dans les scénarios de formation des systèmes planétaires, des planètes, avec ce qu'on appelle la pebble accretion, l'accrétion à partir de petits galets, c'est possible. Oui, c'est ça. Oui, des petits galets type centimétriques jusqu'à mètre. Ouais. Bon, on n'est pas, c'est la sensibilité de mesure. Ah pardon. Oui, c'est tout à fait possible. Et c'est plutôt l'idée qu'on a qu'en fait, on a un corps primordial comme ça. Évidemment, la surface, il faut quand même penser que la surface caractérise l'interaction directe entre la surface et le vide. Mais dès qu'on s'enfonce à une dizaine de centimètres, mètres, c'est différent. D'ailleurs, les mesures de Miro indiquent clairement les gradients thermiques énormes. Ça veut dire que les choses ne sont pas transformées à l'intérieur. Beaucoup. Donc, je crois que là-bas, il y avait... Oui, merci beaucoup pour tous ces exposés. Quelque chose que je n'ai pas très bien compris. On a parlé au début d'une très grande dureté et ensuite d'une très grande porosité. Donc, j'avoue, il trouve une certaine contradiction. Bon. Alors, le mot très grande dureté, moi, je voudrais dans ce sens-là qu'effectivement, quand on a atterri, il y avait de la poussière, il y avait une vingtaine de centimètres de poussière au moment d'atterrissage, et après, l'objet a rebondi, c'est-à-dire, on dit, il y a une dureté. Mais en fait, quand on regarde le truc de presser, je ne trouve pas les mots, et la résistance du sol, ça correspondrait plutôt au crème brûlée, ou un peu plus. Donc, quand on raisonne à nos surfaces, c'est dur, mais c'est dur par rapport à ce qu'on pense. C'est pas la glace qu'on trouve sur la Terre. Donc, c'est dur, parce que quand on regarde
aux paramètres qui ont été identifiés, c'est effectivement, mais c'est pas de la neige dans laquelle on s'enfonce, ça c'est clair. Oui, Francis. Juste un point. Il y a deux arguments. Il y a l'atterrissage de Philae et Mupus, c'est-à-dire le marteau-piqueur. Alors, le marteau-piqueur, il y a une ambiguïté, c'est vrai. Ah oui. Est-ce qu'il a effectivement cherché à s'enfoncer et à ce moment-là, il n'est pas arrivé et à ce moment-là, on aurait un matériau extrêmement dur? Et il n'est pas si extrêmement dur parce que quand il regarde les valeurs des strength tensile, ils ne sont pas très différents entre les deux parce que les marteaux-piqueurs ils étaient réglés jusqu'à certaines duretés. Après, ils ne pouvaient pas rentrer. Mais ce n'était pas aussi dur. Il est allé au maximum de... Oui, il est allé au maximum de ses réglages. Il a monté la puissance ça, parce qu'il ne s'enfonçait pas et il ne s'est pas enfoncé. Ben, on ne sait pas en fait comment il s'enfonçait Voilà. aussi. Alors, On n'a pas mis la cuillère dedans, quoi, en fait, dans la crème brûlée. Ah non, ce n'était pas un marteau-piqueur. non, c'était ça, plus dur que de la crème brûlée, ça c'est sûr. Oui, peut-être un peu. La crème brûlée, c'était sur Titan, je crois. D'accord. OK. Bon, merci beaucoup. Merci.